Bonjour à tous, merci d'être venus nombreux pour écouter un petit peu les doutes et incertitudes auprès des scientifiques et des historiens qui abordent l'histoire de l'archéologie et l'histoire tout court, puisqu'il s'agit aussi de dater l'éruption qui a enseveli Pompéi et Herculanum. Alors je vous parlerai en fait d'authenticité, d'incertitude aussi par rapport à des interprétations, à une histoire des pratiques archéologiques qui peut avoir été un petit peu dévoyée selon les périodes. Et puis, je vous parlerai aussi, évidemment, de nouvelles découvertes parce qu'elles confortent ou elles discutent des théories plus anciennes conformément à une histoire qu'on avait bâtie petit à petit sur l'éruption du Vésuve et aussi sur ce qui s'est passé après. Parce qu'il s'est passé plein de choses après qu'on oublie souvent quand on parle d'histoire du patrimoine ou histoire tout court. Voilà, donc pour les spécialistes, en fait, la datation de l'histoire du Vésuve n'est pas une question nouvelle, mais c'est une question qui s'est posée en histoire de l'archéologie à partir du moment où on a eu des doutes. Et des doutes, je vais vous les expliquer, je vais vous expliquer pourquoi on a eu ces doutes. Et je vous parlerai aussi de surinterprétation, parce que l'histoire de l'éruption du Vésuve, c'est aussi une histoire de connaissance de la vulcanologie et de pratiques archéologiques qui sont liées à quelque chose qui est très propre à Pompéi, qui sont les moulages de Pompéi, qu'on a surinterprétés considérablement au XIXe siècle et qui ont poussé en fait à des erreurs d'interprétation qu'on est en train de corriger aujourd'hui de façon extrêmement récente. Donc vous allez voir, je vais faire appel aussi à des choses très récentes dans la découverte de Pompéi, alors que finalement on ne fouille plus beaucoup à Pompéi ces dernières années. Alors pour ceux qui ne connaissent pas bien les lieux, je vous ai quand même mis une petite carte. Donc nous sommes au sud de l'Italie. Et la zone du Vésuve, en fait, comprend toute la baie de Naples, avec Naples, Néapolis au nord, et donc Herculanum, Oplontis, Stabi, Pompéi, qui sont au sud et qui sont les cités qui vont être le plus touchées et qui sont aujourd'hui les cités majeures au niveau des vestiges archéologiques qui nous restent. Et la zone en noir, en fait, elle est très importante pour comprendre l'éruption, puisque c'est le tracé, en fait, du nuage de cendres qui est la colonne volcanique qui s'étend, en fait, avec le vent, donc en 79, et qui va faire tomber une pluie de cendres et de pierres ponces, essentiellement donc avec un vent dominant qui vient du nord-ouest, et qui part donc vers le sud-est, et qui va donc concentrer les chutes de matériaux essentiellement sur la zone au sud. Ce qui fait que vous voyez, Herculanum n'est pas beaucoup touché par ces chutes-là. Alors c'est très important parce qu'Herculanum, je vais la quitter assez rapidement, Herculanum est enseveli en fait par ce qu'on appelle aujourd'hui une nuée ardente. Donc c'est en 79 que les choses se passent et tout se passe en moins de 2 jours, mais le cas d'Herculanum et de Pompéi est différent. Donc Herculanum est une cité prospère qui est au bord de la mer, comme vous le voyez. Elle est très près du Vésuve que vous voyez ici sur la reconstitution. Et aujourd'hui, si vous regardez les lieux, vous avez en fait une Herculanum qui est à 20 mètres en dessous de l'Herculanum moderne. Vous voyez le découpage de la cité qui a l'air libre au niveau des fouilles. Le littoral a changé. Vous voyez, les serres, elles sont aujourd'hui sur une zone qui était dans la mer à l'époque antique. Et Herculanum, en fait, a disparu très rapidement lors de l'éruption parce que vous avez ce qu'on appelle donc la nuée ardente, c'est-à-dire un effondrement de la colonne de cendres qui montait à 30 km de haut. C'était monstrueux. Et donc un effondrement qui ressemble en fait à une avalanche brûlante. Voilà, c'est le même phénomène qu'une avalanche de neige, mais avec des matériaux volcaniques et bouillants. Voilà. Donc Herculanum, c'est beaucoup plus de matériaux que Pompéi, pour résumer. C'est 20 mètres de matériaux au cumul, alors que Pompéi est en général entre 4 et 6 mètres de matériaux, et le mode opératoire de l'éruption n'est pas le même. Ça joue un rôle aussi dans l'analyse qu'on va faire des doutes et incertitudes sur l'éruption. Donc Pompéi, elle, beaucoup plus au sud, vous le voyez, et même plus à l'est, et complètement sous le nuage pendant beaucoup d'heures. J'y reviendrai dans quelques instants. Donc voilà peut-être ce qu'ont vu les habitants au début quand la colonne volcanique commence à monter avec les cendres et les lapillis, c'est-à-dire les pierres ponces, c'est-à-dire en fait une explosion littéralement. Le Vésuve, c'est un volcan explosif, c'est très dangereux. Donc il a explosé au niveau de son sommet et une colonne est montée. Le vent a poussé les cendres dans la direction de Pompéi ou d'Oplontis et pas d'Herculanum. Ça, c'est les choses comme ça, qui sont fixées maintenant dans le déroulement de l'éruption. Et je vais revenir en fait sur la différence de cas entre Herculanum et Pompéi. Mais avant, je voudrais donc répondre à la question qu'a posée Hélène en m'introduisant. Quelle est l'incertitude qui plane ou pas sur la date exacte de l'éruption? Alors dire que l'éruption a lieu en 79, ce n'est pas difficile. Tout le monde s'accorde pour le penser depuis toujours, parce qu'on a des textes qui nous le disent. Et le premier texte, le plus important qui nous le dit, eh bien, c'est un manuscrit qui a disparu. Voilà, je vais le faire revenir. Voilà. Donc, je suis allée chercher une photo du fameux manuscrit qui est en question, parce que c'est ce manuscrit-là qui nous dit c'est fin août 79 qu'a eu lieu l'éruption du Vésuve.
C'est un manuscrit d'un auteur qui s'appelle Pline le Jeune, qui a écrit donc plutôt au début du IIe siècle après Jésus-Christ, et qui, dans une lettre à un autre auteur latin, lui répond et lui raconte comment il a vécu l'éruption. Il l'a mal vécu, ça c'est sûr, mais sa description est tellement précise. Alors, non, mais il est vivant, hein, je veux dire, il s'en sort très bien parce qu'il est dans la partie nord-ouest de la baie de Naples. Il voit tout et il décrit tout. Je ne vais pas vous faire une lecture de Pline parce que je n'ai qu'une demi-heure, mais en gros, c'est tellement célèbre cette description de l'éruption de Pline qu'on dit une éruption plinienne pour décrire une éruption qui a la forme d'un pain parasol, puisque lui, dans sa description en latin, explique que le nuage faisait un pain, vu depuis l'endroit où il se trouve avec sa mère. Donc, dans ce fameux manuscrit, qui est fondamental pour la datation, eh bien, il est expliqué, je vous ai mis le détail pour les spécialistes, qu'en gros, on est fin août, parce qu'il parle en fait d'une date qui serait les calendes, enfin 9 jours avant les calendes de septembre. C'est ce manuscrit, à l'endroit où je vous souligne en rouge, qui sert depuis le Moyen-Âge aux historiens à dire c'est en août 79. Seulement voilà, ce manuscrit-là, qu'on appelle donc le manuscrit Laurentianus Mediceus, qui date du IXe siècle, il fait autorité, mais en fait il n'est pas le seul manuscrit qui donne cette date. Il y a d'autres manuscrits qui donnent la même date, qui sont tirés de celui-ci, et puis il y a d'autres manuscrits différents, c'est-à-dire au niveau de la transmission des savoirs depuis l'Antiquité. Bien entendu, ce manuscrit, on va se comprendre, hein, n'est pas celui qu'a écrit Pline le Jeune. On n'a pas le manuscrit original. On n'a pas l'écriture authentique. On a des manuscrits médiévaux tirés d'un manuscrit original. Et il y a plusieurs modes de transmission de manuscrits parce qu'il y a eu des recopiages différents. Et parmi les autres manuscrits, eh bien aujourd'hui, on sait que finalement, il y a d'autres manuscrits de Pline le Jeune, en dehors donc de celui-ci, qui disent que c'est le 23 novembre, ou le 1er novembre, ou le 30 octobre. Donc déjà, chez Pline, on a un problème. On a pensé que ça faisait autorité avec celui-ci, parce qu'on considère que le plus ancien manuscrit a raison. Et c'est le Laurentianus Mediceus, qui est le plus ancien, 9e siècle. Mais en fait, on a d'autres versions qu'on a très longtemps laissées de côté. Alors pourquoi aujourd'hui les regarde-t-on? Mais on les regarde parce que, par exemple, un autre auteur qui écrit au IIIe siècle, donc on va dire 170 ans après Pline le Jeune, dit que ce serait plutôt vers l'automne ou à la toute fin de l'été, ça dépend de la traduction qu'on donne au mot grec, qu'aurait eu lieu l'éruption. Premier contre-argument. Et puis, il y a une pléthore en fait, de raisonnements qui se sont bâtis petit à petit au XXe siècle, surtout après les années 60, par rapport à l'observation de résultats archéologiques. Alors, j'ai dit surtout après les années 60 parce que c'est une concentration en fait, de raisonnements scientifiques par rapport aux découvertes archéologiques qui a mené à la révision de la thèse d'août 79 pour aller vers automne 79 et certainement fin octobre 79. À vrai dire, des questionnements et des doutes se sont petit à petit bâtis chez les directeurs des fouilles dès la fin du XIXe siècle. Par exemple, il y a un directeur de fouilles qui trouve un laurier figé dans la masse volcanique qui est carbonisée, et il trouve des baies de laurier sur et il se dit mais c'est une saison où normalement, si c'est en août, elles sont pas sorties, voilà, elles sont pas là. Et donc il se pose des questions. Et puis il y a un certain nombre de braseros qui vraisemblablement étaient allumés, enfin on en est sûr, dans les maisons. Alors je vous en ai mis quelques-uns. Hein. Vous voyez par exemple celui-ci, il est dans une maison célèbre, il est découvert dans le péristyle de la maison du Ménandre, et voilà, il est en fonctionnement. Il y a de quoi faire de la chaleur par la vapeur, il y a de quoi chauffer aussi les plats. Mais à chaque fois qu'on a un argument comme ça, il y a des contre-arguments possibles. Oui, il y a un brasero, mais les spécialistes de civilisation romaine vous répondent, le brasero n'est pas seulement pour chauffer l'atmosphère et tiédir l'atmosphère de la maison, il est aussi pour cuire des aliments. Donc l'argument n'est pas forcément décisif. Autre argument, bon, je vous passe les braseros, là je vous en ai mis un tout nouvellement découvert. Autre argument, les récoltes. Quand on a des fruits qui sont rangés ou consommés ou posés dans une assiette, peu importe, on a découvert dans plein de contenants, des centaines de kilos de fruits qui, a priori, ne sont récoltés qu'après le mois d'août, le doute s'installe. Et c'est le cas à Pompéi. Et à Herculanum, bien entendu. Donc voilà un échantillon d'une des vitrines que vous avez en ce moment à Pompéi présentée au public. Hein. Vous voyez qu'on a énormément d'échantillons différents.
Et si je vous mets quelques détails, par exemple, on avait récolté des noix. Mais me direz-vous, les noix peuvent dater de l'année d'avant, ce qui est totalement exact. Donc l'incertitude demeure. On a récolté des amandes, on a récolté des grenades. Je vous ai mis la quantité, elle est considérable. Donc on a des articles scientifiques qui sortent, qui nous disent, voilà, on a des amandes, des noisettes, des figues, je vous passe, hein, voilà, plein de choses qui normalement se récoltent au début de l'automne et qui laissent penser qu'on n'est pas en fin d'été, mais un petit peu plus tard. On a récolté le raisin. Là encore, le doute subsiste par rapport à cet argument qui serait pour l'automne. Certains disent, si, par exemple, dans cette maison, qui est en fait une ferme, tout près de Pompéi, on avait ce qu'on appelle les dolias, qui étaient fermés avec leur couvercle et remplis de récoltes, hein, de raisins, c'est parce qu'on venait de faire les vendanges. Et donc, on était après septembre. Et d'autres disent, mais on peut avoir en fait une conservation au-delà de 10, 11, 12 mois. Ça, c'est totalement possible. Donc, encore une fois, aucune certitude. Quatrième contre-argument contre août, les vêtements portés par les Pompéiens. Je reviendrai tout à l'heure à un autre égard sur les moulages, mais en effet, il a été prouvé à partir du moment où on a fait les fameux moulages en 1863 qu'il y avait un certain nombre de Pompéiens qui portaient des vêtements assez chauds. Que vous dire de plus, il y a des contre-théories qui disent que ça ne prouve absolument rien parce qu'il est possible qu'ils aient mis des choses sur eux au moment de sortir de leur maison pour essayer d'échapper à l'éruption et pour se couvrir face à des choses qui leur tombaient dessus et qui pouvaient être incandescentes. Et puis arrive assez récemment, enfin, dans les années 80, une théorie qui paraît être décisive, qui a été fondamentale aussi dans les écrits scientifiques, et qui s'appuie sur une monnaie. On découvre une monnaie dans une maison à Pompéi, et cette monnaie, elle est en photo dans la partie gauche. On l'a comparée en fait avec une monnaie qui se trouve ici, qui est au British Museum, entre autres. Et vous avez donc des théories qui ont été avancées, qui paraissaient absolument décisives pour dater à l'automne l'éruption du Vésuve. Pourquoi ? Parce que cette monnaie-là, je ne vais pas rentrer dans les détails, le temps m'est compté, mais cette monnaie-là, il serait absolument indubitable, d'après ceux qui l'ont publiée, qu'elle serait postérieure à mi-septembre 79, à cause d'un élément de datation dans l'épigraphie autour de la figure ici du Capricorne. Seulement voilà, vous le voyez très bien, cette monnaie, elle est très abîmée. Regardez attentivement, vous avez une usure énorme ici et une usure énorme là. Et par rapport à l'exemplaire du British Museum, il manque des éléments. Il manque PP, qui veut dire grand pontife, qui est le nom de une fonction de l'empereur religieuse, et Imp 15, vous le voyez en haut, qui est illisible ici, complètement illisible sur l'exemplaire de Pompéi, qui paraît décisif. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que malheureusement, pour la théorie décisive, la lacune ici et la lacune là laissent planer une incertitude, parce que quand on regarde les recueils monétaires, il y a plein de monnaies qui sont frappées entre, on va dire, début juillet et fin septembre, qui ont cette figure et qui ont des chiffres différents après le imp que je vous viens de vous montrer dans le carré jaune. Or là, on n'a pas le chiffre. Et a priori aussi, les deux lettres qui sont dans le rectangle rouge, qui manquent là, qu'on ne peut pas lire, normalement, devraient être là si c'était après le 15 septembre. Donc, il y a des contre-théories sur la monnaie. Et puis, le dernier argument en date, il est ultra récent. Il date de 2018, et c'est lors des fouilles dites de sécurisation des talus, qu'on verra tout à l'heure, qu'on découvre dans une maison une inscription au charbon de bois. Vous avez certainement entendu parler de ça, ça a été très médiatisé. Et c'est cette surmédiatisation aussi qui pose un problème, parfois, au niveau des scientifiques, parce qu'on va faire gonfler l'information. Et cette information, c'était, eh bien voilà, on vous parle des calendes, on vous dit les calendes de novembre dans l'inscription, et si on vous parle des calendes de novembre, eh bien c'est forcément, alors c'est tant de jours avant les calendes de novembre, c'est forcément qu'on est en octobre. Et là, l'argument paraît décisif, je vous l'accorde. Sauf que c'est un graffiti, qu'il est en charbon, et que l'argument, il est contrebalancé. Le charbon va-t-il s'effacer en moins d'un an, ou peut-il subsister plus d'un an ? S'il subsiste plus d'un an, l'éruption a lieu en 79, mais l'inscription peut être de 78. Donc ça ne tient pas complètement. Voilà. Donc on en est resté à une incertitude là-dessus aussi, parce que finalement, tout tient à est-ce qu'un charbon va s'effacer ? Est-ce que cette inscription elle a été faite dans une maison d'ailleurs en travaux
quelques jours avant l'éruption, puisqu'on est en fait avant le 24 octobre si on regarde la datation, ou est-ce que c'est l'année d'avant? On ne sait pas. Donc, ce n'est pas décisif. Alors, je voudrais aborder aussi un autre sujet sur l'incertitude à propos de l'éruption. C'est comment sont morts les Pompéiens. Je ne pose pas la question de comment ils sont morts, parce que ça, je le sais. Et tout le monde le sait maintenant dans la communauté scientifique. Ce qui est très intéressant, c'est de savoir quel a été le raisonnement en histoire de l'archéologie sur la mort des Pompéiens, sur la mort des gens d'Herculanum, et les erreurs qui sont allées dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire, est-ce qu'on savait vraiment comment ils étaient morts ou est-ce qu'on s'est trompé? La réponse est, on s'est trompé. On s'est trompé très longtemps. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on voit l'éruption du Vésuve photographiée en 1872, la photographie donne une idée de ce que donne une éruption du Vésuve assez importante. C'était une assez grosse éruption, avec un nuage porté, etc. Quand on voit une image de synthèse où on voit l'effondrement avec les nuées ardentes, on comprend que c'est d'une violence terrible. Et ça, ces analyses que je viens de vous faire en une seconde sur deux photos, l'une du 19e siècle, l'autre une reconstitution numérique du 21e siècle, c'est fondé en fait sur ce que nous, on sait de la vulcanologie au 20e siècle, c'est-à-dire l'existence des nuées ardentes. On sait qu'il y a eu des nuées ardentes à Pompéi. On sait qu'il y a une stratigraphie de l'éruption qui nous parle, je vais vous en reparler, avec des heures qui s'accumulent et des phénomènes qui s'accumulent. Il n'y a pas eu que de la cendre. Et c'est pour ça qu'à Herculanum, je reviens sur le début, et à Pompéi, on n'a pas le même terrain de fouille. Et bien ça, c'est fondamental. Mais au 19e siècle, au 18e siècle, on ne savait pas. Et on ne savait pas ce que c'était qu'une nuée ardente. Si vous regardez un ouvrage de vulcanologie, ils ne savent pas avant le début du XXe siècle. Donc Herculanum, qu'est-ce qu'on a? On a une nuée ardente qui frappe de plein fouet la cité, pas loin du Vésuve, vous pouvez le voir derrière, et qui vaporise les gens. C'est terrible. Ça touche les gens entre... Alors, les plus basses températures, ça doit être aux alentours de 250 degrés, c'est les dernières analyses qui le montrent, et ça va jusqu'à 380 degrés. La nuit, elle déboule à plus de 500 degrés du sommet du Vésuve, parfois au-dessus. Elle descend, elle diminue en température, mais elle arrive à une vitesse terrible et à une température terrible. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les matières humides autour des eaux se sont vaporisées. Et c'est pour ça qu'on n'a jamais de moulage à Herculanum, parce que ce n'est pas le même phénomène qu'à Pompéi. Je reviens dans un instant à Pompéi, évidemment, ne vous inquiétez pas. Donc, on a, dans les années 80, trouvé dans ces arcades, qui était en fait un dérangement à bateau sur la plage. Là, vous êtes dans la mer. Aujourd'hui, on n'est pas dans la mer, on est sur un talus. On est 20 mètres au-dessus. Mais à l'époque, vous êtes dans l'eau. Et on a trouvé des dizaines de squelettes qui étaient cachés qui attendaient certainement du secours, en fait, sous les voûtes. Et puis, on a trouvé aussi... Ah, j'ai un problème, excusez-moi, avec l'affichage. Bon, moi, je vais afficher que lui. On a trouvé aussi un squelette qui était sur un lit, qui n'était pas réfugié sur la plage. Et ce squelette, il a été réétudié récemment. Et on a trouvé, en fait, je suis désolée, j'avais une photo, elle ne veut pas se passer, mais on a trouvé, en fait, des fragments de ce qui ressemblait à du verre noir. Et ce verre noir, en fait, c'est de la matière cérébrale vitrifiée par la chaleur. Je vous passe les analyses, peu importe. Ce qui importe, c'est la certitude que c'est à très haute température. Vous comprenez? Voilà, j'avais un petit échantillon. Ah ben voilà, il est apparu. Voilà. Donc on l'a trouvé dans la zone A, évidemment. Donc ça, c'est le mode opératoire d'Herculanum. Mais évidemment qu'au 19e siècle, au 18e siècle, on ne savait absolument pas tout ça. Vous pensez bien que les analyses comme ça, elles sont ultra récentes. Alors, ça va très loin parce qu'en fait, aujourd'hui, par exemple, quand on découvre un corps comme l'année dernière, en 2021, on voit, on voit en fait dans la masse à droite qui n'a pas été fouillée, qui est en fait la masse de la nuée ardente, là, ça a été fouillé, puis là, ça ne l'est pas été. Eh bien, en fait, en bas, ils voulaient dégager un peu plus le passage. Et ils tombent par hasard sur un corps avec du matériel, du bois, etc., qui a certainement été soufflé en fait, par la nuée ardente, qui a été poussé en fait, à l'endroit où c'était la plage. Ce corps, il est fléché en rouge. Et en fait, voilà, c'est pour vous montrer la violence du phénomène. Donc ça, c'est une chose. Et ça ne laisse place à aucune interprétation de la part des gens au 19e siècle ou au 18e siècle, parce qu'on avait un squelette, on ne savait pas comment l'analyser, comment le commenter. Alors qu'à Pompéi, alors là, c'est l'ouverture à toutes les surinterprétations, des inventions, et on invente des histoires, etc., à partir de la période des fameux moulages en 1863. Alors, je vais vous montrer quelques photos et je vais revenir sur ce qu'on a cru faire, cru interpréter, et puis la vérité, aujourd'hui, scientifique. Donc voilà, par exemple, le premier moulage qui a été fait en 1863, sous plusieurs angles. Vous voyez, alors, on l'appelle l'homme-soldat.
parce qu'on a trouvé des armes pas loin de lui, qu'on a commenté ses vêtements. Et là, vous lisez des écrits du 19e siècle qui s'extasient évidemment sur le principe déjà du moulage. Vous savez ce que c'est? C'est que le corps à Pompéi, je vais vous le prouver après, n'a pas été vaporisé comme Herculanum. Donc en fait, vous avez toutes les matières du corps autour des os qui subsistent et qui sont ensevelies petit à petit. Et ensuite, il y a un vide qui se crée avec la décomposition du corps autour des os. Et quand, en 1860, on a plusieurs tentatives avant sur des meubles, on décide d'injecter du plâtre quand on trouve une cavité, en fait, on reconstitue la forme du corps du mort, avec les vêtements, avec les chaussures, avec des objets à côté de lui, etc. Et donc, c'est photographié, c'est admiré, et vous avez une pléthore d'auteurs du 19e siècle qui disent « Voilà ce qui s'est passé. On va lire l'éruption dans le format et l'allure du moulage. » Donc, par exemple, là, on va vous raconter que c'est un soldat qui s'est vainement débattu contre l'adversité de son destin, etc. Mais c'est très... Enfin, c'est dans le pathos, voilà. Alors elle, si on peut dire que c'est elle, parce que finalement, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Je dévoile déjà... Mais à l'époque, on dit, voilà, c'est une femme enceinte. Vous voyez, on l'écrit même sur la photo qui se vend comme des petits pains. Vous savez que aujourd'hui, sur le marché de l'art, les photos des moulages de Pompéi se vendent plus cher que toutes les photos archéologiques normales. Hein. Et regardez l'attitude des touristes à Pompéi, vous allez voir, hein, c'est le côté morbide, hein, ils sont avides de moulage. Donc elle, on la montre, et regardez bien la mise en scène. On est dans l'idée que c'est une femme enceinte parce qu'elle a un gros ventre, vous voyez bien, et on la place devant le Vésuve fumant, parce qu'au 19e siècle, il faut savoir que le Vésuve était beaucoup plus actif qu'aujourd'hui. Donc on a une espèce de paradigme de l'éruption et de la menace volcanique en permanence qui est lié au nom de Pompéi. Voilà, donc on met le moulage pour dire voilà ce qui va vous arriver, prochaine éruption. Les deux sœurs, c'est pareil. On les montre, ce sont deux corps qui ont été trouvés côte à côte, qui ont été moulés comme ça, qui sont d'ailleurs attachés à l'époque. Et on dit, ben voilà, c'est forcément deux sœurs, elles ont le même âge, elles ont la même corpulence, ce sont des jeunes filles, etc. On ne sait absolument pas. Il n'y a pas d'analyse ADN, il n'y a pas d'analyse des os, parce que quand vous faites un moulage, vous verrouillez les os à l'intérieur. C'est fini. Lui, on le trouve un petit peu plus tard. Alors là, c'est l'apothéose. Il est sur le dos, mais en fait, il a été trouvé à plat ventre. Et là, c'est subtil. Il est toujours photographié sur le dos. Pourquoi? Parce qu'on veut montrer le rictus, on veut montrer les bras crispés. Et là, on y va. L'homme a succombé avec des convulsions affreuses. Enfin, je vous passe parce que je n'ai pas pris le texte. Mais vous voyez, je vous en ai mis un d'Ernest Breton, qui est quelqu'un de très réputé à l'époque, hein, qui fait des descriptions fantastiques de Pompéi. Alors pourquoi on dit ça sur celui-là? C'est parce qu'en fait, le moulage n'a pas pris sur la tête en entier. Vous voyez, on voit le squelette en dessous, parce que le plâtre n'a pas adhéré complètement. Donc voilà, on raconte des choses. L'enfant blessé parce qu'il lui manque un bras. Il n'est pas blessé parce qu'il lui manque un bras. Alors après, on est allé jusqu'à dire qu'il n'a pas pu se sauver parce qu'il était handicapé. Mais en fait, non, pas du tout. Pas du tout. Mais pas du tout. C'est parce que le moulage n'a pas pris. La jambe est ratée. Et le bras aussi. Et puis j'adore l'histoire du vieux mendiant, parce que là, scientifiquement, on l'a scanné en 2015. Le vieux mendiant, vous voyez sa main gauche, l'espèce de gros pâté, là. Eh ben voilà, c'est un mendiant parce qu'il tient une bourse dans la main. Et là, il était éploré près d'une porte de Pompéi, et il était victime. Hein. Tout ça parce qu'il a la main un peu grosse, mais en fait, c'est parce que le moulage a pris sans distinguer les doigts. Et ça, on le sait très bien maintenant. Donc la relecture scientifique aujourd'hui de ces moulages induit aussi une relecture du phénomène éruptif, parce que là, on prenait tout en vrac et puis on racontait l'histoire des Pompéiens, mais on ne se souciait pas de la façon réelle dont ils étaient morts. On disait simplement qu'ils avaient dû mourir dans des convulsions affreuses en s'étouffant. Mais maintenant, on est beaucoup plus précis. D'abord parce qu'on fait attention aux défauts du moulage. Ces moulages, ils ont été restaurés en 2015 et 2016. Et en fait, on n'hésite plus maintenant à les montrer de très près. On voit sous tous les angles et on voit en effet les problèmes du plâtre qui a créé des lacunes, qui a créé des amas, etc. Quand vous regardez la fameuse femme enceinte sous un autre angle, même au XIXe siècle, vous voyez bien qu'elle a des cuisses énormes. Elle n'a pas qu'un ventre énorme, elle a des cuisses énormes, elle a des bras avec des trucs biscornus, elle a des pieds énormes, elle est difforme. Mais parce qu'en fait, le moulage a rempli des cavités et puis que ça a mal pris, c'est tout. Et ça arrive plein de fois. Il y en a qui sont cassés, il y en a qui sont ratés, voilà. Alors le pompon, c'est cela. Vous en avez peut-être entendu parler dans les médias. Cela, pourtant, découvert en 1914, c'est pas si ancien, hein, qu'on a appelé la mère et la fille enlacées. Très bien, parfait. Analyse ADN. C'est deux hommes.
Alors en plus, la position, elle a donné lieu à des élucubrations croustillantes dans les médias, vous comprenez bien. Voilà. Et donc le vieux mendiant, évidemment, je vous ai remis des gros plans sur sa main, ne tient absolument rien du tout parce qu'on l'a scanné. Voilà. Et alors en plus, figurez-vous qu'on ne peut pas prouver que ce soit un homme. Et puis il n'est pas vieux du tout. Ça par contre, on est sûr, parce que quand vous scannez, vous voyez les os. Et donc là, vous avez des spécialistes qui regardent la densité, etc., et qui vous disent, mais non, les os, ce n'est pas des os d'un vieillard, voilà. C'est quelqu'un qui doit avoir une vingtaine d'années. Donc on est loin. Alors du coup, finalement, que nous apporte la science par rapport à toutes ces incertitudes et puis ces espèces de divagations scientifiques? Eh bien, elle nous apporte en fait aujourd'hui une certitude sur le mode de la mort des Pompéiens. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'en fait, il y a eu des phases éruptives avec donc, des pierres ponces, de la cendre, et puis on a beaucoup de corps qui sont au-dessus de ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'en fait, à Pompéi, contrairement à Herculanum, vous avez toute une phase pendant des heures avec ce genre de dépôt avec des cendres et des pierres ponces, et ensuite, vous avez l'autre dépôt que vous voyez en gris à droite, la nuée ardente. Parce que finalement, Pompéi aussi, elle finit avec une nuée ardente. Il y a eu 6 nuées ardentes, et Pompéi, elle a pris la 4, la 5 et la 6. Voilà. Donc, en fait, il y a une partie des gens qui sont morts avant, et une partie des gens qui sont morts dans la nuée ardente, qui n'a pas la même force parce qu'elle arrive beaucoup plus loin qu'à Herculanum, donc elle arrive moins chaude. Et c'est pour ça que les corps ne sont pas dans le même état. Alors aujourd'hui, en fait, on réétudie donc avec une autre méthode qu'au XVIIIe et XIXe siècle, le même phénomène éruptif, mais on ne le regarde plus de la même façon quand on fouille aujourd'hui. La méthode n'est plus la même. Vous avez une grande attention qui est portée à la stratigraphie éruptive. À gauche, vous avez la zone non fouillée, à droite, vous avez la zone fouillée. Je vous ai mis ça pour vous mettre en condition. Maintenant, on regarde des photos des fouilles récentes de 2018 à 2021. Zone fouillée, avec le talus non fouillé au fond, et à gauche de ce mur que vous avez sur la photo de droite, vous avez ça. Ils ont fait exprès, pour l'instant, ils n'ont pas dégagé sur, on va dire, 1,60 m à peu près de hauteur. Donc, en effet, vous avez une partie du mur qui émerge. Ça, c'est pour vous faire comprendre ce qu'on voit. Quand on regarde, en fait, au début du dégagement, vous voyez bien qu'il y a 2 types de contenus, enfin de matériaux, dans la hauteur de la maison. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu d'abord les pierres ponces et les cendres. Ça a monté à 15 cm par heure à peu près. Mais ça a fait plusieurs mètres. Et qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui, contrairement à ce que savaient les savants jadis? C'est qu'en fait, il y a pas mal de gens, prenez ça à force sur le toit, qu'est-ce qui se passe? Le toit s'effondre. Et donc, on comprend aussi pourquoi, aujourd'hui, il faut prêter attention à ce genre de choses. Et c'est pour ça qu'on photographie tout. Et puis, voilà, c'est différent des fouilles anciennes. C'est que ça, ce sont des morceaux de balcon. Ça, c'est un toit qui s'est effondré sous la masse des matériaux, mais il ne s'effondre pas au sol, il s'effondre sur 2-3 mètres de matériaux déjà accumulés qui sont rentrés par les fenêtres, par les portes, etc. Et donc, il est resté comme intact, il est littéralement posé sur une masse. Donc, ça explique des choses au niveau du phénomène éruptif. Et globalement, on dit quoi aujourd'hui? C'est un petit schéma, il n'est pas terrible, mais enfin bon, vous allez comprendre tout ça. Les gens se sont réfugiés dans des maisons. Certains se sont sauvés dans la rue. Mais d'autres se sont mis dans leur maison. Ils ont essayé de fermer tout, de calfeutrer. Mais au bout de plusieurs heures, ça continue. Alors, dans certains cas, ça se termine vite parce que le toit cède, paf, vous prenez une poutre sur la tête, fracture du crâne, terminé. Bon. Dans d'autres cas, il y a eu des moments où il y a des phases d'éruption qui se sont calmées. Donc, ils essayent de sortir par les portes ou par les fenêtres quand il y a trop de matériaux. Ils sortent par les fenêtres. Regardez le petit schéma. Ils sortent par les fenêtres. Ils sont sur plusieurs mètres au-dessus du sol de la rue. Et là, pas de chance. Ils prennent la nuée ardente. Donc voilà. Donc 3 étapes. La chute de matériaux, les gens, bon, on va dire 3 étapes parce qu'ils peuvent mourir en effet en respirant des cendres brûlantes s'ils sortent dans la rue. Deuxième étape, troisième solution, ils se mettent dans la maison et là il leur arrive un gros problème si ça s'effondre. Troisième solution, leur maison ne s'est pas effondrée, mais ils prennent quand même la nuée ardente. Donc voilà. Donc il fallait partir. Et donc voilà, vous voyez cette fenêtre avant la fouille de cette pièce de maison, avec les matériaux agglutinés qui ont littéralement fermé l'ouverture de la maison. Voilà, c'est comme ça. Et quand on descend dans les couches, lors de la fouille, on trouve des fragments de plafond qui sont tombés, en fait, au sol. Hop, je vous montre quelque chose de tout nouveau. Août 2022, regardez ce qu'ont fait les archéologues dans une pièce nouvellement fouillée. Ils ont fait des moulages de tous les meubles. Donc, on voit quoi? C'est pas la table qui m'intéresse, c'est pas le matériel, ça c'est un classique, je ne vais pas revenir dessus. Le coffre non plus. Par contre, c'est ça qui m'intéresse. Ça, c'est des morceaux du plafond qui sont tombés dans la pièce.
Voilà, donc là, il n'y a pas de corps dans cette pièce-là, mais c'est très important de voir qu'on peut lire le déroulement de l'éruption. On peut voir l'effondrement de certains meubles sur eux-mêmes. Là, on peut lire à droite que l'armoire avait des choses de vaisselle qui se sont effondrées dans la partie inférieure de l'armoire avant que ça soit tout recouvert. On peut lire aussi, dans d'autres cas, les gens qui se sont qui se sont pris une poutre. Alors certains se sont pris plus qu'une poutre. Voilà. Mais là, par exemple, un archéologue aujourd'hui est capable de vous dire, quand on a dégagé le corps en entier, que ce n'est pas cette espèce de morceau d'architecture énorme. Les médias en avaient fait des choux gras. Ce n'est pas ça qui l'a tué. Il était mort avant. Et ça, c'est tombé après sur lui. Bon, c'est tout. Mais non. Mais vous savez qu'on a lu des choses extraordinaires quand même. Il n'y avait pas des blocs comme ça qui volaient en venant du Vésuve. Il faut arrêter. Alors, je vais conclure quand même, parce que là, je suis en train de déborder. Ce qui est très important aujourd'hui, c'est qu'on a aussi quelque chose qu'on ignorait, en fait, quand on faisait les fouilles, qu'on ne regardait pas. On n'accordait pas d'importance à ça jusqu'à récemment. Et bien, en fait, c'est ce qui s'est passé après l'éruption. Après l'éruption, le champ archéologique, il a été bouleversé. Et ça, vous ne le saviez peut-être pas. Donc, quand, par exemple, on reprend les fouilles dans la région 5, dont je vous ai déjà parlé en 2018, on voit apparaître, quand on a défait les champs, en fait, vous voyez qu'il y a des zones cultivées encore à Pompéi, qui ne sont pas fouillées, qui n'ont jamais été. Et quand on dégage la zone que vous voyez en marron, on voit apparaître des espèces de trous qui sont en fait la trace de pilleurs de l'époque moderne. Je ne peux pas vous dire s'ils sont passés en 2018. Excusez-moi. Je ne sais pas s'ils sont passés au XVIIIe siècle, je ne sais pas s'ils sont passés au XIXe siècle ou en 1920, mais ils sont venus. Ce qui veut dire que quand vous fouillez aujourd'hui, vous avez ce que voyaient déjà les gens au XIXe siècle, bien sûr, souvent des gens qui ont pillé les maisons en passant à l'horizontale, sous la couche, sans dégager au niveau stratigraphique de façon moderne, évidemment. Et donc, ça altère le champ de lecture, mais c'est quelque chose de très important pour l'éruption elle-même et la lecture de la mort des Pompéiens. Pourquoi ? Parce que quand vous avez des gens qui sont passés comme ça à travers, ils ont modifié le résultat du champ archéologique qui est examiné. Et, par exemple, ici, les 5 victimes qui ont été trouvées dans la maison du jardin dans les nouvelles fouilles, en fait, les archéologues ont décelé qu'il y avait eu un bouleversement en fait, archéologique du terrain. C'est-à-dire qu'en fait, on a cherché certainement des choses précieuses, on a bouleversé les ossements. Donc, on ne peut plus étudier la position des corps parce qu'elle a été modifiée, en fait. Donc, la lecture, les doutes, les questions ou les certitudes qu'on peut avoir sur Pompéi aujourd'hui, il faut aussi tenir compte d'un bouleversement de la stratigraphie d'origine parce qu'il y a eu des interventions postérieures dont on ignorait en fait assez longtemps l'existence ou qu'on laissait de côté en fait. Voilà, on ne se posait pas de questions là-dessus. Donc aujourd'hui, évidemment, l'idée c'est quoi ? C'est d'anticiper éventuellement ce qui peut se passer à Pompéi parce que le Vésuve demeure une grosse menace potentielle. Là, il est tranquille, il fait des petites fumerolles. Bon. Mais il n'est pas loin de la baie de Naples en tout entière. C'est une mégalopole, vous voyez. Et puis parce que, évidemment, non seulement il y a le Vésuve qui pose problème dans la baie de Naples, mais il y a aussi le supervolcan des Champs-Flégréens. C'est la zone à gauche. Je vous ai mis l'air que peut couvrir les deux réunis. C'est assez monstrueux. Donc voilà, la seule certitude qui reste, c'est qu'il y a une grosse menace. Je vous remercie. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Est-ce que vous avez des questions ? Vous parlez des pilleurs qui sont venus, on ne sait pas, au XVIIIe, XIXe siècle. Est-ce que c'est possible que des personnes soient venues quelques mois après l'éruption mais absolument. Prendre des petits objets mais c'est même pas possible, c'est sûr. Okay. Il y en a plein. Il y en a plein. La ville, il a été déclaré par l'empereur qu'on n'allait pas reconstruire la ville. Donc on n'a pas rebâti une ville, on n'a pas revécu, que ce soit à Pompéi ou Herculanum, au-dessus. Donc c'était des champs, etc. Mais il y a eu toute une campagne de récupération des matériaux, même officiels. Même officiels, de l'arrachage de marbre, des statues. Alors à Herculanum, vous n'en avez pas, parce qu'il y a trop d'épaisseur. Mais à Pompéi, c'est terrible. Les statues de culte, tous les grands bâtiments en fait, émergent des quelques mètres de matériaux, puisqu'il y a moins de matériaux. Et donc on les repère.
Et il y a des particuliers qui sont retournés dans leur maison chercher des choses. Il y a même eu des choses qui sont arrivées à des pilleurs de l'Antiquité tardive. Il y a du matériel de l'Antiquité tardive qu'on a trouvé sur les sites et qui évidemment ne relève pas du 1er siècle après Jésus-Christ, parce qu'ils sont retournés à essayer de récupérer des choses précieuses. Et puis pouf, le tunnel qu'ils sont en train de creuser leur tombe sur la tête et ils meurent étouffés. Donc oui, il y a énormément de récupération post-éruption dans l'Antiquité. C'est vrai que là, je n'ai pas mis l'accent là-dessus parce que je parlais de l'analyse moderne. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, du coup, à l'heure actuelle, on n'a aucune certitude sur la date de l'éruption. On ne sait toujours pas si c'est août ou novembre. Alors, quand je fais cours à mes étudiants, je leur parle de l'automne. Mais dire qu'on a une certitude absolue, non. Parce que chaque argument peut être discuté dans un sens ou dans l'autre. Il y a en effet, plus de... Si vous voulez, quand on est antiquisant, on sait qu'un manuscrit passant par la période médiévale peut être modifié. Le copiste, c'est très simple, ce qui s'est passé, je ne l'ai pas expliqué, excusez-moi, je suis allée vite, mais le copiste, il a pu changer le mois. C'est tout. Il s'est trompé à quelques lettres près. Ça arrive très fréquemment. Donc voilà, si c'est uniquement sur, on va dire, une tradition manuscrite, qui est celle que je vous ai montrée, qu'on appuie l'hypothèse d'août, c'est discutable. Mais il y a des spécialistes, je ne vais pas rentrer dans tous les détails des arguments pour le mois d'août, qui disent, voilà, il y avait eu une récolte de poissons qui était en train de sécher. Cette récolte, le séchage dure un mois et demi. Il était encore en place. Donc, ça veut dire que c'est juste après la récolte, qui d'habitude se fait plutôt au milieu de l'été. Donc voilà, ça revient vers août. Mais c'est aussi un jeu un petit peu entre scientifiques, de dire, il y a une théorie qui sort, qui paraît novatrice ou décisive, ou finalement qui lève l'incertitude, et puis il y a quelqu'un qui va republier derrière pour dire non, mais je vais vous démontrer l'inverse. Moi, c'est mon opinion. Donc voilà, je ne m'avancerai pas sur l'un ou l'autre. Moi, j'avance plus d'arguments sur l'automne en général parce que voilà, vous avez un faisceau un peu plus gros sur l'automne maintenant. Oui, je voulais vous demander s'il y a eu d'autres témoignages artistiques en dehors des 2 manuscrits que vous avez mentionnés, celui de Pline le Jeune. Est-ce qu'il y a eu, par exemple, des mosaïques, des sculptures, je ne sais pas, éventuellement d'autres formes de représentation qui ont pu témoigner de ce qui s'était produit à Pompéi? En dehors des textes, vous voulez dire? Oui, en dehors des textes, d'autres représentations artistiques, notamment des mosaïques. Représentant l'éruption? Oui. Non, il y a eu des représentations du tremblement de terre, mais pas, à ma connaissance. Hélène me dira peut-être autre chose, mais moi, je crois qu'il n'y a rien eu du tout. Non. De toute façon, en fait, dans la représentation iconographique des volcans, nous, qu'on appelle volcans, parce que le mot n'existe pas en latin ni en grec, la représentation qu'on a de ces montagnes qui brûlent, comme on les appelle à l'époque, c'est une montagne normale. Il n'y a pas de... le peu de fois, on a une représentation dont on peut être sûr qu'elle est monétaire ou je ne sais pas quoi, picturale. C'est toujours une montagne classique. Il n'y a pas de symbole du feu marqué très, très clairement. C'est-à-dire que Pompéi n'a pas été un événement majeur, en fait, c'est ça ou... Alors, l'empereur s'en est mêlé, parce que ça a quand même fait... il a envoyé des gens de niveau consulaire organiser le secours aux survivants, la répartition des biens, etc. Non, ça a de la répercussion, parce que maintenant, on pense qu'il y a certainement eu la récupération des matériaux, peut-être des statues de culte, qui est organisée par l'État. Donc oui, ça a de la répercussion. Vu l'ampleur de l'éruption, de toute façon, le champ les cendres, elles ont dû voler loin. Ça ne veut pas dire que ça fait des mètres de cendres à 600 km, mais ça passe pas inaperçu. Donc on en parle de l'éruption du Vésuve dans des poésies, dans des choses comme ça, mais c'est très très succinct en fait. C'est pas voilà. Mais au niveau iconographique, non, j'ai pas de source qui en parle. Ça c'est comme tous les manuscrits antiques, c'est-à-dire que vous avez en fait il y a des bibliothèques où on recopie les textes à l'époque. Donc Pline le Jeune, c'est quand même quelqu'un qui n'a pas écrit que ça. Il a écrit d'autres choses qui étaient en lien avec l'empereur, donc quelqu'un d'important. Et quand vous avez en fait une diffusion du savoir, vous avez des recopiages à l'époque antique, on le sait, pour les grandes bibliothèques. Donc vous avez des textes qui vont être, on va dire, sélectionnés. C'est triste à dire, mais à la période chrétienne, en fait, il y a eu des choix qui ont été faits, de supprimer en fait de la mémoire littéraire certains textes et d'autres qui ont été conservés. Donc ces choix-là font que Pline le Jeune a été relativement bien conservé. On a beaucoup de lettres, on a beaucoup de textes de lui. Donc en effet, ils sont recopiés, de recopier. Et ce n'est pas le seul sur lequel on ait un doute au niveau du manuscrit. Il y en a plein des manuscrits où il y a différentes versions. Et là, ça tombe sur un événement qui est célèbre, en tout cas dans l'histoire et dans l'histoire de l'archéologie. Donc voilà, c'est mis plus en valeur.
Mais voilà, jusqu'au XXe siècle, on ne parlait pas d'une date alternative à août 79 parce qu'on considérait que le manuscrit le plus ancien faisait loi. Voilà. Bonjour. Petite question, moi, plutôt technique. C'est quand vous parlez des réchauds, où on se demandait si ça servait à réchauffer l'atmosphère ou à cuisiner. Comment, à partir du fait que ça a été recouvert de cendres, on arrive à détecter qu'il y avait une activité du feu, on va dire? Parce que ça peut être un objet qui peut être éteint pendant d'autres saisons. Tout à fait. Alors, je vais vous répondre, pas sur un réchaud, mais sur une découverte récente en 2018-2019 dans une des maisons. Ils ont trouvé un larère, c'est-à-dire un autel de sacrifice, où on pouvait, après la fouille, voir sur l'autel lui-même des traces de combustion. Et quand, en fait, on fait un feu volontaire, si vous voulez, vous n'avez pas les mêmes compositions. Vous avez des cendres avec du charbon de bois et des choses comme ça qui vont être en dessous et qui vont se différencier, en fait, des cendres volatiles du Vésuve et puis des pierres ponces qui tombent en même temps. Il y a les deux qui tombent en même temps. Donc, en fait, les archéologues sont capables de faire la différence. Merci. Est-ce qu'on parvient à déchiffrer les manuscrits carbonisés? Bien sûr. Bien sûr. Alors, à l'ancienne, les manuscrits carbonisés, comme à Herculanum, à la Villa des Papyrus, qui sont célébrissimes depuis le XVIIIe siècle, il y en a à Paris même, qui ont été offerts à la France, les manuscrits, c'était un casse-tête terrible. C'était tout noir. Vous décerniez à peine des traces d'encre sur le fond noir, parce qu'en plus, il fallait les dérouler. Donc ils ont gâché en fait des dizaines et des dizaines de rouleaux de papyrus en voulant les déplier. Ça tombait en cendres. Et puis, dans la fin du XXe siècle, en fait, on est passé à l'image multispectrale, c'est-à-dire que vous passez, en fait, vous faites des photos infrarouges, ultraviolets, vous regardez, et en fait, l'encre n'a pas a une composition qui se différencie en fait du support papyrus carbonisé, et du coup, c'est magique parce que vous faites des photos avec cette imagerie, et vous voyez apparaître en contraste le texte comme si il sortait. Enfin, c'est magique. Hein. Voilà. Il y a ça. Et puis, il y a des tentatives aussi de lire lettre par lettre les rouleaux de papyrus d'Herculanum sans les dérouler. Là, c'en est encore au balbutiement. Et ça pourrait donner des indices pour la datation? Non. Non, parce que la bibliothèque d'Herculanum, en fait, c'est une bibliothèque de philosophie grecque essentiellement. Et ce sont des auteurs qui sont pas de l'année 79, que voulez-vous que je vous dise. De toute façon, on n'a jamais une datation au mois près. Donc là, c'est pas possible. C'est comme pour le carbone 14. Je veux dire, si on fait du carbone 14, ça sera le même problème. C'est à l'année, c'est pas au mois. Oui. En fait, quand il y a une grande éruption comme ça provoque de nombreuses des cendres. Et en fait, elle voyage jusqu'au pôle. Et en fait, elle se dépose dans les glaces. Et on est capable, en faisant des carottes glaciaires. Donc, je sais que c'est avec une précision étonnante. Alors, je ne sais pas si c'est au mois près, j'avoue. Mais on arrive quand même à différencier en fonction des éléments l'été des autres saisons. Et je me demandais si on avait regardé ça pour Pompéi au niveau des glaces. Je ne sais pas. Merci, Je ne sais Delphine pas. Nicolas.